La suite du Grand Soir avec dans quelques instants un gros plan sur Jean-Luc Mélenchon. Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise, est avec nous. Bonsoir. Mais d'abord Nicolas Boudot, il est là, lui aussi communicant du cabinet Tilder. Et vous savez que chaque semaine, il nous présente la question politique, sondage réalisé par Opinionway pour Tilder justement et LCI. Il y a chaque semaine, Nicolas, 2 questions. Absolument. Et cette fois, on s'est intéressé au futur Premier ministre. Doit-il être de droite, de gauche ou du centre? Qu'en disent les Français? Les Français pensent que le futur Premier ministre devrait être plutôt du centre, et puis en deuxième de droite, et puis la gauche vient un petit peu après. 39% pour le Absolument, centre, 31% pour la droite, 24% pour la gauche. Mais c'est le grand mystère de ces derniers jours, en fait, de savoir qui sera Premier ministre. D'habitude, on connaît la couleur politique du Premier ministre. Elle est à peu près conforme à celle du président. Oui. Là, il y a un vrai mystère. On ne connaît pas la personne, ça c'est normal, mais on ne connaît pas la couleur politique. Et Emmanuel Macron, président de la République, devra choisir son Premier ministre. Et en faisant ce choix, il devra renoncer à tous les autres. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, au moins jusqu'aux législatives, Emmanuel Macron va pouvoir choisir sa majorité via la couleur de son Premier ministre, mais aussi par construction son opposition. Et là, le choix des possibles lui est complètement ouvert. De droite, de centre ou de gauche, on aura la réponse dans quelques jours. Mais gauche, c'est une métaphore de boxe. Mais pour la première fois, on est dans la situation où un président de la République peut non seulement choisir la couleur de sa majorité future, celle qu'il aimerait voir à l'Assemblée nationale, mais aussi de son opposition, parce que fondamentalement, pour les élections législatives, on aura quand même une opposition droite contre gauche classique. La recomposition à l'Assemblée nationale est en cours, mais elle n'arrivera pas lors de ces élections-là. Ce sera un choix structurant, comme on dit. Autre question, elle concerne l'état de grâce putatif, en tout cas. Les Français misent-ils sur un état de grâce pour le nouveau président? Ils sont très partagés, hein. On le voit, Nicolas, 40% disent non, 38% disent oui. Ouais, 52% disent non. Ah non, pardon, oui, c'est pas du tout ça. 52. C'est 46-52, 52% disent non. Alors, c'est quand même partagé, voilà. Ouais, mais traditionnellement, on considère qu'un président de la République élu a un certain nombre de jours d'état de grâce, c'est-à-dire qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut, faire passer toutes ses réformes et qu'on lui pardonne les éventuels couacs de façon extrêmement simple. Là, les Français disent à Emmanuel Macron, et c'est la traduction de la colère qu'on a vue dans les urnes au soir du premier tour, qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Le seul moyen pour Emmanuel Macron d'essayer et d'espérer obtenir un état de grâce, c'est de réussir son investiture et de réussir la nomination de son gouvernement et puis de se placer en orbite pour les élections législatives. Tout cela, c'est ni plus ni moins que de la communication. Le fait de savoir s'il aura un état de grâce ou pas, c'est rien que de la communication politique, c'est-à-dire c'est juste de l'image, c'est une posture. Est-ce qu'il réussira aussi bien que sa campagne présidentielle ces premiers jours pour espérer avoir un état de grâce et faire passer ses réformes? Réponse dans 72 heures. Pour ça, il faudra éviter les couacs, comme par exemple le petit bras de fer avec François Bayrou ce soir. On verra si c'est une péripétie ou bien le début des embêtements pour Emmanuel Macron. Raquel Garrido, d'abord, votre avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui du côté d'Emmanuel Macron, même si évidemment ce n'est pas votre camp. Est-ce que vous pensez que l'opération renouvellement dans les investitures est une opération réussie? Non, parce qu'elle est grévée quand même par le retour de personnalités dont le fait de les dégager avait constitué une des raisons d'être quand même de ce mouvement En Marche. Je pense à tout le mouvement, tous les Hollandais et les valsistes, c'est-à-dire ces gens qui depuis des mois et des mois constituent les cibles privilégiées de tous les Français. Et on a le 23 avril réussi à dégager d'abord, normalement, ces gens-là, en tout premier lieu, et puis hop, ils reviennent par la fenêtre. Voilà, par la fenêtre, grâce à Emmanuel Macron. Et j'espère que les Français ne toléreront pas cette malhonnêteté et qui lui feront payer aux élections législatives. Après, du point de vue de la communication, j'entends beaucoup de commentaires sur le côté amateur peut-être des députés qui arriveraient, et le côté « oulala, c'est dangereux, il va y avoir du travail pour les administrateurs de l'Assemblée nationale ». Il y a un spin médiatique autour de le soi-disant problème du fait que les élus ne seraient pas des professionnels de la politique. Mais ça ne cache, à mon avis, pas le fond de l'affaire. Vous n'y croyez pas du tout? Il n'y aura pas de problème d'expérience en tant que député? Non, je pense que le problème, c'est actuellement les 577 qui y sont
et avec leur expérience, ils n'ont pas prouvé grand-chose. D'accord. Bon, donc, je veux dire, à un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on veut. Soit on veut les mêmes expérimentés et on garde ceux-là, soit on n'en veut pas. Je pense que c'est ce qu'ont dit les Français. Et pour cause, c'est parce qu'ils ont voté n'importe comment, ils sont comportés comme des godillots. Voilà. Vous parlez des députés, pas des Français, là. Je parle des députés. Ah oui, d'accord. Précision importante entre deux pilards. Donc, du coup, finalement, vous saluez le renouvellement, vous saluez le 46 ans, la moyenne d'âge des candidats En Marche, parité absolue entre les femmes et les hommes, tout ça, vous saluez alors? Nous, de notre côté à France Insoumise, on a fait un effort. Voilà, nos candidats, c'est paritaire. On a 41 ans de moyenne d'âge. Nos plus jeunes ont 19 ans. On a 63% qui n'ont même pas de carte de parti et plus de 90% qui n'ont pas d'élu. Donc le fait que Emmanuel Macron, depuis le début de sa campagne, singe en quelque sorte ces aspects fondamentaux de la campagne France Insoumise. Ah, il vous copie, vous pensez? Vous ne pensez pas, vous? Vous ne pensez non. pas que le dégagisme, c'est quelque chose dont il a habilement usé pendant cette campagne? Ça fait 2 ans qu'il y pense. Hein. Oui, mais c'est quand même habile. Et derrière, pour se retrouver avec Valls, El Khomri, Le Foll, les gens de l'Élysée comme Ganzer, etc. Valls, il n'a pas pris dans son mouvement. Hein. Il ne lui met pas de candidat en face. Il n'a pas pris Valls dans son mouvement. Voilà. Et alors, et Le Foll et El Khomri, ça change rien. Pardon, non, ce qui était légitime, et je pense que les gens dans la circonscription qui ont voté En Marche en pensant qu'ils allaient dégager Valls, ils doivent l'avoir mauvaise. Le Foll et El Khomri, ce ne sont pas des noms. Je pars sur votre retour, Frédéric, mais Stéphane Le Foll et Myriam El Khomri ne sont pas investis par En Marche. Ils ne sont pas investis par En Marche, mais pour l'instant, ils n'ont pas de candidat en face. Pour l'instant, parce qu'il y a encore des députés et des candidatures qui vont être annoncées d'ici la semaine prochaine. Donc, en termes de communication, Nicolas Boudot, quelle note vous donnez à Emmanuel Macron et à En Marche pour cette journée qu'on vient de passer? Journée qu'on vient de passer, là je crois qu'on va être en dessous de la moyenne. Ah bon? Ouais, on va être en dessous de la moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de couacs pour que cela puisse les faire passer au-dessus de 10 sur 20. Il y a un certain nombre de noms de personnalités parfois importantes ou parfois en tout cas symboliques dans certaines circonscriptions. Je pense au président du RC Toulon, Boudjelal, qui était annoncé comme candidat et qui n'y va pas. Pour le dire directement, ça la fout un peu mal quand on s'apprête à annoncer 430 ou 428 candidats investis pour des circonscriptions. Et puis, il y a ce surtout soir... pour Mourad Boudjelal, c'est évidemment un nom sur lequel tout le monde allait se focaliser. Voilà, c'est une personnalité connue. Et en effet, parmi la liste des 428 noms, il y en a une dizaine comme ça que tout le monde connaît ou peut connaître. Et puis, il y a le couac Bayrou aussi qui peut faire extrêmement mal puisque c'était l'allié du mois de février, celui qui avait permis à Emmanuel Macron de passer en tête dans les sondages, qui ce soir, vous l'avez dit tout à l'heure, se fâche et a convoqué en urgence son bureau politique demain. On ne sait pas si cette alliance de circonstances va tenir ou pas. Donc non, ce n'est pas une bonne journée pour Emmanuel Macron et pour la République En Marche. Et je ne suis pas certain que les couacs soient bien gérés, donc juste en dessous de la moyenne. Peut mieux faire. Je pense que quand même, sans me faire l'avocat de la partie adverse, ce qu'est en train de faire le mouvement En Marche, c'est totalement inédit. Totalement. Donc tout ne peut pas se passer de la façon la plus huilée comme autrefois au RPR ou au PS du temps de leur gloire où finalement les candidats on les connaissait 6 mois avant. Il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas de problème, ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils étaient là. Là, d'avoir 50% de gens qui viennent de la société civile, qui ont toutes sortes de métiers, qui sont en général assez jeunes, avoir réussi à lancer comme ça ce mouvement avec des candidats ex nihilo, même s'il y a du repêchage, effectivement, je pense que tout ne peut pas être parfaitement organisé. En revanche, nous, on y est arrivés. On l'a fait depuis le mois de janvier, l'organisation de ce système. Pourquoi est-ce qu'eux ne s'y sont pas pris depuis le mois de janvier? C'est parce qu'ils voulaient préserver l'ambiguïté. C'est parce que cette liste de personnalités qui, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont protégés par Emmanuel Macron, ils ne pouvaient pas les sortir avant le 23 avril. La différence, pardon, ce sont des c'est gros eux, ils vont devoir gouverner. Eux, ils vont devoir gouverner au mois de juin. Puis là, c'était pas écrit. Hein. Non, mais attendez, les résultats d'élection, il s'est joué le soir de l'élection. Hein. Oui, mais donc on aurait pu gouverner. On était prêts et nous sommes prêts avec nos candidats. Et nous, il n'y a pas de quoi. Mais même s'il le regrette, Jean-Luc Mélenchon, et on voit combien il regrette de ne pas avoir été élu, on peut le comprendre parce qu'il a fait une super campagne. Eh bien, aujourd'hui, le chef de l'État, c'est Emmanuel Macron, et lui, dans un mois, il doit avoir une majorité. Donc, du coup, il est obligé d'allier renouvellement et expérience.
sous-peser les rapports de force politiques et en même temps pas décevoir ces jeunes militants et d'en marche. Il renverse la table, mais pas complètement. C'est pas une excuse parce que dès le mois de janvier, Frédéric Delpech, on ne peut pas tout renverser. Frédéric, alors effectivement, Renaud a raison, puisque en disant qu'Emmanuel Macron veut incarner ce renouvellement, ce rajeunissement, et que c'est pas évident. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la forme a empêché le fond, enfin en tout cas occulté le fond, et que la forme, ce qu'on a vu, c'est une improvisation. Il n'y a pas d'autre mot. L'improvisation, une conférence de presse qui a eu 2 heures de retard, des bugs dont on a parlé il y a un instant, des mécontentements des alliés, et au final, ça donne une impression extrêmement brouillonne. Oui, mais ça sera oublié 2 heures de retard. Non, je suis pas sûr que ça sera oublié parce que Emmanuel Macron était en train de capitaliser depuis son élection, et beaucoup de Français avaient le sentiment peut-être de découvrir, notamment ceux qui n'avaient pas voté pour lui, de découvrir quelqu'un qui semblait, par exemple, on l'a vu dans le reportage il y a 2 jours sur TF1, quelqu'un d'assez maître de soi, quelqu'un d'assez sûr de ce qu'il voulait faire, et que là, on a l'impression que peut-être pas tant que ça, il est peut-être pas si maître de lui que ça, et que il est peut-être pas si sûr, et que c'est beaucoup plus compliqué, et qu'en fait, il y a... Moi, je vous trouve bien naïf, en fait. Parce que cette question de forme est une question de fond. La raison pour laquelle ce dispositif législatif n'a pas été préparé et annoncé de longue main, c'est parce qu'il ne voulait pas sortir de l'ambiguïté. C'est la nature même de sa campagne. C'est un homme qui a pris le pouvoir en espérant ne pas avoir de mandat clair. Il a été élu. Là, par exemple, on a quand même... Oui, bien sûr qu'il a été élu. Mais le fait d'être élu sur des mandats clairs et des annonces certaines, ou dans une espèce de flou généralisé, où chacun y trouve son compte, en fait. Chacun, il dit, mais en fait, il est en train de parler de moi, là. Il est en train de parler... Et en fait, non. Non, et le fait même qu'on ait passé 5 minutes tout à l'heure encore à spéculer sur le fait de savoir qui allait être ce Premier ministre, mais pardonnez-moi, c'est une forme de gouvernement profondément autocratique. Pardon, c'est systématique. On attend la passation de pouvoir pour dire le nom de son Premier ministre. Oui, mais là, on ne parle pas du nom. Chaque fois comme là, le mystère, comme vous l'avez dit, n'est pas sur le nom. Il est même sur la coloration politique. C'est parce qu'il veut recomposer. Là, il veut recomposer pour la première fois sous la 5e. Il veut faire travailler ensemble des gens de droite et des gens de gauche. Mais les Français... Ça ne s'est jamais vu. Oui, mais c'est le principe même de son mouvement. Renaud Pilat, non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'annonce qui a été faite et la promesse de ce mouvement, et c'est ça le mythe qui s'écroule maintenant, c'est que les Français ne veulent pas une recomposition de l'ancien monde. Ils veulent un nouveau monde. C'est pas pareil de repêcher et recomposer les anciens comme c'est en train d'être fait maintenant. Les Français ne voulaient pas une grosse coalition qui aille les Républicains aux socialistes. Mais si, puisqu'ils ont élu Emmanuel Macron. S'ils avaient voulu tout dégager, ils auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Boudot. Nous sommes dans la situation décrite par Gramsci il y a 100 ans. Vous savez ce que c'est que la crise? C'est quand l'ancien monde est mort et que le nouveau monde n'est pas encore advenu. Et on est dans cette période-là d'entre-deux politiques, dans cette période de crise. Donc ça fera plaisir à Madame Garrido que je cite un auteur venu de l'extrême gauche et italien. Mais on est vraiment dans cette période-là. Et donc, je pense que fondamentalement, les prochaines semaines vont être extrêmement importantes en termes de politique. Et la semaine de tous les dangers, c'est la semaine prochaine. Si un Premier ministre issu de LR réussit à être nommé, à capitaliser autour de lui, alors on aura une recomposition politique. Si jamais c'est quelqu'un de faible qui est nommé à Matignon, alors... tout sera ouvert pour les élections législatives. Et les législatives, ce sera en juin. Jean-Luc Mélenchon se présente à Marseille. Il est arrivé cet après-midi. Vous verrez l'image juste après. L'essentiel de l'info, Rebecca Fitoussi. Jean-Luc Mélenchon qui s'est rendu à Marseille. Frédéric Delpech, on le rappelle, c'est sa nouvelle circonscription, celle qu'il s'est choisie pour lui-même. Et il n'a pas perdu de temps. Il était à peine annoncé parachuté à Marseille hier que déjà, il était sur le terrain dans la cité phocéenne pour montrer justement sa volonté d'engagement. Alors, un déplacement qui a été soigneusement mis en scène par Jean-Luc Mélenchon. Il a demandé à être reçu par le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, pour s'inscrire dans une sorte de rituel républicain, de respect des institutions. Ça, c'était pour les politesses, mais le message politique était beaucoup moins amène, surtout à l'égard de Patrick Mennucci. Vous vous rappelez hier le député sortant justement de la circonscription, socialiste Patrick Mennucci, qui disait que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas le courage d'aller plutôt dans une circonscription où il allait affronter le Front National. Réponse de l'intéressé, vous allez entendre, c'est assez sévère. Alors je ne viens pas ici pour contrarier M. Mennucci, que je connais très bien et à qui j'offrirai le moment venu une bouillabaisse, s'il le veut bien. Il n'y a pas de mépris de ma part, mais je ne suis pas venu pour lui. Je demande qu'on le comprenne. Non, monsieur, pas d'affaiblir le PS. Je veux le remplacer. C'est-à-dire que nous allons tourner la page. C'est clair. C'est clair.
Ah oui, ça c'est très clair. Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout l'intention de laisser à En Marche le monopole du renouvellement. Eh bien non, car on l'a vu, beaucoup de députés sortants eux-mêmes l'ont dit. D'ailleurs, je cherche, voilà, excusez-moi. Il y a eu des investitures un petit peu surprises. Voilà. C'est ça, voilà. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a voulu aussi créer un peu la surprise, comme à En Marche, alors avec cette investiture un peu inattendue de l'humoriste Gérald Dahan dans la 10e des Hauts-de-Seine, la circonscription où André Santini ne se représentait pas. Alors, il faut quand même dire qu'au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait fait un score assez favorable de plus de 17% dans cette circonscription, mais c'est ce qu'on appelle aussi peut-être un coup de communication. Bah oui, c'est possible, ça arrive aussi en politique. Raquel Garrido, Jean-Luc Mélenchon à Marseille, ça fait un peu parachuté quand même, ça fait un peu pratique d'avant, non ? On a vu hier la carte de France de tous les endroits où il s'est présenté, c'est vrai que on dirait une ligne du TGV, un tracé de ligne du TGV, mais bizarre quoi. D'abord, je veux dire à propos de Gérald Dahan que c'est un homme de conviction et donc c'est pas, je pense que s'il y va, c'est pas un coup de com', c'est parce que vraiment il a envie d'aller jusqu'au bout de ses idées. Je vois pas pourquoi quand ce sont des personnalités c'est vrai, vous avez extra politiques chez Macron, on dit regardez comme c'est formidable et quand c'est des non, il y a aussi de la com' chez Macron, oui, ça. On vise tout le monde, nous. Vous passez tout le monde à la sulfateuse. Exactement. Non, on commente, on observe. En tout cas, moi je remercie Gérald Dahan et je pense que ce serait formidable s'il y a ici les Moulineaux et ici dans le quartier, des chaînes de télé, vous vous retrouviez avec un député tel que Gérald Dahan, ça serait marrant. Pour revenir à la question de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le porte-parole d'un courant d'idées qui représente une très grosse partie des Français et une très grosse partie des habitants de la circonscription du centre-ville de Marseille, qui est le deuxième canton le plus pauvre de France, un quartier très populaire. Et il me semble que c'est démocratique que ces personnes-là soient représentées par un insoumis. Déjà, pour commencer. C'est-à-dire, moi, ce que je ne comprends pas dans l'attaque de Patrick Mennucci, dans son esclandre, c'est que lui, il pense qu'il a soutenu un gars qui fait 6%, un parti qui fait 6%, mais quand même à la fin... Un gars, c'est Benoît Hamon. Oui, pardonnez-moi. Il a soutenu Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, qui fait 6%, qui a fait, je crois, 7% dans la circonscription de Patrick Mennucci, où il est élu. Et non, et quand même, il y a comme une sorte de règle non dite que le député dans cette circonscription est toujours Patrick Mennucci. Non, pardonnez-moi, il y a un principe démocratique qui s'appelle la représentativité. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes principaux de cette 5e République. Le reproche que fait Patrick Mennucci à Jean-Luc Mélenchon, c'est de préférer venir dans une circonscription plutôt acquise à la gauche, plutôt que d'aller dans une circonscription où le Front National est très fort et où là, il aurait peut-être pu mener un combat un peu comme en 2012 contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Ça, c'est totalement de mauvaise foi. C'est ce que dit Patrick Mennucci. Oui, donc Patrick Mennucci, il est de mauvaise foi. Il se débat, bon, d'accord. Mais la réalité, c'est que la dernière fois, en 2012, le FN était au deuxième tour du premier tour des législatives là-bas. Et le travail qu'a fait Il était au deuxième tour du premier tour des législatives, on n'a pas bien compris. Deuxième tour des élections législatives, pardonnez-moi. Dans cette circonscription, il était au second tour. Il était arrivé au second tour, le Front National. Mais oui. Et là, il a fait un moindre score. Et le travail que fait la France Insoumise, qui gère excellemment pendant cette campagne, où on a fait reculer le FN dans les quartiers pauvres, les villes comme Roubaix, les villes comme Marseille, les chômeurs, etc., on passe devant. Donc le combat contre le Front National, il vient d'être mené pendant 1 an. Donc déjà, Patrick Mennucci et les autres commençaient par applaudir. Mais dans cette circonscription, il y avait un insoumis marseillais qui devait être formidable, ou une insoumise. Absolument. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon vient ? Absolument. Donc, actons le fait que la démocratie commande que le représentant de cette circonscription soit un insoumis. Voilà, une circonscription qui vote à 40% pour la France Insoumise. Ce que dit Renaud, c'est qu'il y avait déjà un insoumis local. Pourquoi pas un Marseillais qui s'est fait la bouillabaisse ? Figurez-vous que je ne suis même pas certaine que le candidat qui était là jusqu'à hier, il était né à Marseille. Et parce que nous, les Insoumis, nous avons... Il n'y a pas de locaux, mais alors, quel est le problème ? Il y a un problème que Jean-Luc Mélenchon soit à l'Assemblée nationale ? Il n'y a pas de logique que les... Pourquoi pas un Marseillais ? C'est sûr d'ailleurs qu'il y arrive ou pas ? C'est une... En tout cas, pour répondre à votre question, ça correspond à une demande locale. Il y a eu une assemblée générale des Insoumis. Et tout le monde est très, très content de voir, de savoir que celui qui va représenter cette circonscription, ça va être Jean-Luc Mélenchon lui-même. C'est-à-dire la personne qui a mis un bulletin Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Il va pouvoir le voir en vrai. La logique, non, c'est pas le voir en vrai. Non, je sais bien, c'est le fait de pouvoir être représenté fidèlement. Le rapport de force politique dans cette circo. Le rapport de force, traditionnellement, il était plutôt favorable au Parti socialiste, mais là, comme il s'est effondré, effectivement, Patrick Mennucci part avec un retard. Cela dit, c'est pas gagné forcément pour Jean-Luc Mélenchon, parce que Patrick Mennucci, il a quand même tous les réseaux marseillais. Il est marseillais, il est né là-bas.
il n'a pas sa langue dans sa poche, ça commence très fort la campagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il va donner du fil à retordre à Jean-Luc Mélenchon, donc rien n'est gagné pour lui. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il parle beaucoup de lui-même et peu des habitants de la circonscription. Bon, la campagne commence, Nicolas. Non, mais c'est une façon de faire de la politique, si vous voulez, parce que la logique des choses, c'est que moi, si j'étais à sa place, je regarde ce qui se passe dans mon quartier, je m'aperçois que tout le monde est devenu mélenchoniste. Ça, c'est le résultat des urnes. Bon, donc j'en prends acte Pas politiquement. Tout le monde, 40%. 40% D'accord, c'est Nicolas. beaucoup, c'est quand même beaucoup. Nicolas et lui, Boudot. il dit quoi? Il dit moi, c'est mon mien, c'est mon mien. Eh ben non, la démocratie, ça passe pas comme ça. À l'Assemblée nationale... Il n'a pas tout à fait dit ça quand même. Je résume. Oui. Et à l'Assemblée nationale, il y a de toute façon trop de parlementaires membres du Parti socialiste, compte tenu de ce que représente ce parti dans la société française. Le 18 juin, il y en aura Il y a moins. pas Et assez c'est de démocratique. Marseillais. Nicolas Boudot, s'il vous plaît. Non, juste en un mot, on parle des locaux qui devraient se présenter dans les élections. Quand on est député de la nation. On n'est pas député d'une circonscription. On se fout de savoir ce qui se passe sur les trottoirs ou dans les routes. Moi, je me souviens d'un ancien président de la République qui était député de Corrèze et maire de Paris en même temps, et ça posait de difficultés à personne. Il était avant tout député de la nation. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, il est complètement crédible et légitime à pouvoir aller se présenter là-bas. Mais comme tous les autres candidats, ceux qui ont été investis aujourd'hui par En Marche et tous les autres, et même je pense que dans l'accord qui avait été passé par le nouveau président de la République et François Bayrou, il y avait le retour de la proportionnelle et donc un certain nombre de députés qui, par définition, ne seront pas nés ou issus de la zone géographique où ils pourraient être élus. Donc ça, c'est un peu un débat un peu secondaire et en com et en politique. Même si à Marseille, c'est peut-être particulier, si on a besoin d'entendre l'accent. C'est Jean-Claude Godin, c'est Patrick Menucci, c'est spécial. De Marseille, c'est pas possible. C'est particulier. Voilà, c'est des élus qui sont en place. Baladez-vous dans le quartier du Palier. Baladez-vous dans ces quartiers-là. Les gens, pour la moitié, n'ont pas forcément même l'accent. Nicolas. C'est force. Vous êtes déjà allé à Marseille quand même. Oui, Les gens viennent de partout sûr. quand même, sauf de Marseille. Mais quand on y est, au bout de 2 heures, on a l'accent à Marseille. Nicolas termine. Nicolas termine. Non, mais j'en avais vraiment terminé. Alors sur le Front National, puisqu'on en parle. Moi qui suis au Chili, je suis mal, parce que alors là, je ne sais pas dans quelle circonscription vous m'autorisez à aller. Si celle des Français de l'étranger. Ah voilà, mais d'ailleurs on me l'a Sud. fait déjà la dernière fois en 2012. Je suis partie faire candidate en Amérique latine, mais plus jamais. C'est bon maintenant. On est quand même chez nous partout, non? C'est vrai. Puisqu'on parle du Front National, parlons-en un petit peu avec vous, Frédéric, parce que décidément, le feu de la crise, on sent qu'il couve de plus en plus fort là-bas. Eh bien oui, on se demande d'ailleurs jusqu'où va aller le renouvellement et la refondation promise par Marine Le Pen. Elle annonce des changements importants et le retrait de Marion Maréchal Le Pen est aussi une façon, on l'a vu, de remettre en cause l'influence du numéro 2, Florian Philippot. Alors celui-ci a pris les devants dès aujourd'hui en annonçant que si sa ligne politique était remise en cause, notamment sur l'euro, eh bien il pourrait tout simplement quitter le parti. Ça ressemble à une menace, écoutez. Si le Front National demain ne défend plus la souveraineté nationale, ne se défend plus la sortie de l'euro, vous restez au Front National? si le Front demain garde l'euro, Oui. non. D'accord. Voilà. Ok. Bien sûr que non. Je ne suis pas là pour garder un poste à tout prix et défendre l'inverse de mes convictions profondes. Et je me battrai toujours pour l'indépendance de mon pays. Voilà, toujours. Et quel que soit le moyen. C'est quand même une sortie, Renaud Pila, dont la virulence et la fermeté peut surprendre. Est-ce que la crise, décidément, couve effectivement au Front National? On sent dans la réponse de Florian Philippot qu'ils sont un peu tous à cran. Même s'il n'y a pas encore de... On sent qu'il réfléchit, il fait répéter plusieurs fois la question, il se dit, est-ce que ce pas-là, je le franchis ou pas dans sa réponse? Et je le faire, c'est un acte de rupture. Exactement. Et je pense qu'il y a un mois ou 2 mois, il n'aurait pas fait cette réponse avec la même forme. Absolument. Là, on sent dans la réponse, dans la gravité sur son visage, déjà le poids de la campagne, le poids de la défaite. Actuellement, Marine Le Pen se repose, prend quelques jours de vacances avant d'annoncer sa décision pour savoir si elle est candidate à Hénin-Beaumont. Mais on voit bien que les responsables du Front National et les principaux dirigeants sont quand même un peu sonnés par cette défaite. Non pas parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils s'attendaient à perdre. Mais je reviens à cette histoire du débat. Raté de Marine Le Pen, ça a vraiment marqué les esprits. Puis l'annonce de Marion Maréchal Le Pen qui va pour l'instant arrêter la politique pendant quelques années. Il y a un flottement et alors qu'ils misaient tout sur les législatives pour essayer de faire trembler la droite, ils se disent que la dynamique qui a été créée pendant des mois de campagne, eh bien ce second tour peut casser cette dynamique. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants au Front National qui disent que le débrief, comme on dit, le fait de tirer les leçons après législative, ça va être peut-être pas sanglant, mais ça va être
très important, parce qu'il y a des dirigeants qui en veulent à la stratégie de Philippot, et même quelque part qui en veulent à Marine Le Pen s'être mal préparée à ce débat télévisé. Les dégâts en termes d'image de ce débat raté, Nicolas Boudot, ils sont rattrapables ou pas? Non, ils sont absolument colossaux parce qu'ils ont permis de démontrer à l'ensemble des Français qu'il était possible de battre Marine Le Pen sans faire appel au Front républicain. Et donc, c'est ça la plus grosse difficulté pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que ça a cassé son discours sur l'UMPS. Il a disparu parce qu'elle était créditée, si j'en suis les sondages qui ont été extrêmement précis pendant cette élection présidentielle en France, on était à 57-43 juste avant le débat pour certains sondages, et on finit à 66 pour Emmanuel Macron. Elle s'est complètement écroulée parce qu'elle a complètement raté le débat. Mais non seulement le débat c'est juste la face immergée de l'iceberg, elle rate malgré tout un peu sa campagne officielle. À partir de mars-avril, on sent qu'elle décroche petit à petit. C'est vrai. On l'attendait autour de 30% au premier tour, elle est très loin. On sait dès le soir du premier tour, si on se dit la vérité ici, qu'elle ne peut pas être élue présidente de la République parce qu'elle n'a pas la dynamique pour pouvoir y arriver. Et donc là, aujourd'hui, elle est dans grande difficulté. Moi, mon analyse qui n'engage que moi, c'est que sa nièce Marion est partie pour quelque temps, on ne sait pas, mais juste pour ne pas avoir à donner le coup de grâce à sa tante, et qu'elle reviendra d'ici 3-4 ans pour tenter d'être présidente de la République, ou en tout cas de lancer son propre mouvement pour y arriver d'elle-même. Le pari sur je vois ça comme ça. Vous pensez que le prochain adversaire à la prochaine de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'il est toujours là, ça on ne sait pas, dans 5 ans, mais ce sera Marion Maréchal. Comment ? Il sera toujours là, ne lui portez pas mal. Bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. Ce sera Marion Maréchal Le Pen et pas Marine ? C'est possible, en effet. De toute façon, le Front National, il a quand même vécu toute cette élection présidentielle avec un formidable soutien, si j'ose dire. C'était cette spéculation fausse des sondeurs qui, pendant un an, de façon continuelle, continuent d'en donner première. Mais c'était vrai à un instant T, Raquel Garrido. Les sondeurs ont été excellents dans cette campagne, tout le monde le connaît. Non, c'était vrai. Non, c'était vrai, c'est sa campagne qui l'a fait tomber. Vous dites que parce que les sondeurs l'ont dit, c'est vrai. Mais pas du tout. À la fin, les gens ont voté, et ça se trouve, elle était à deux doigts de même pas y être au deuxième tour. Parce qu'elle a fait une mauvaise campagne. Attendez, moi je vous dis qu'il faut se méfier des sondages. La réalité, c'est que le Front National... Les photos ont montré à un moment donné qu'elle était doublée, les derniers sondages. Si vous ne... C'est des faits, c'est des faits. Non, ce ne sont pas des faits. Les sondages ne sont pas des faits. Ce qui est un fait, voilà. Donc, ce qui est un fait, c'est quand on prend un panel qui ressemble à la France et qu'on lui pose des questions, des intentions de vote, ça c'est une photographie. Mais vous oubliez que les sondeurs utilisent quelque chose qui s'appelle le taux de redressement. Et ces méthodes de redressement, ils ne veulent pas les communiquer. Non, pas de moins en moins. De moins en moins. Ah non, pas du tout de moins en moins. Maintenant, c'est sur Internet, donc les déclarations sont plus honnêtes. Si, on a fait plein de débats là-dessus avec les sondeurs. C'est une formule mathématique. C'est-à-dire que je ne vous parle pas de la façon de collecter les réponses. Je vous parle d'une fois qu'ils ont les réponses. Ici, on doit corriger si les gens interrogés en face à face refusent de dire qu'ils vont voter Marine Le Pen. Là, il y a de la correction. Vous avez la religion des sondages. Moi, je vous dis que le fait d'avoir mis le Front National en numéro 1 des sondages pendant un an, ça a généré un état d'esprit dans ce pays qui explique tout le vote par défaut pro-Macron déjà au premier tour. C'est-à-dire le vote utile du... Mais bien sûr. Au fait que Jean-Luc Mélenchon n'y préfère 23-24%. Mais déjà, n'oublions jamais que l'état d'esprit... Une des raisons pour lesquelles le marchepied d'Emmanuel Macron, entre autres, c'est le fait de dire, voilà, il va y avoir FN au deuxième tour, le FN est en premier, etc. Donc le FN, il vit là-dessus, tranquille. Il fait toute une campagne en se disant... je bouge pas, je suis premier, donc quasiment je fais pas campagne. C'était ça leur ligne à eux. Et au final, on a la vraie photo, parce que même les bons scores qu'ils ont réalisés, par exemple, aux européennes ou aux régionales, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu d'autres photographies, d'accord ? Et ces photographies ne donnaient pas en millions de voix des résultats susceptibles de porter Marine Le Pen à 28, 29 ou 30% à la présidentielle. Ça n'a jamais existé, même dans les élections intermédiaires. Et pourtant, les sondeurs, et vous, là, vous êtes à croire ce que disent les sondeurs, comme si c'était la vérité révélée. Ça génère une ambiance qui est absolument... Il est quand même passé de 21% au premier tour à 33 et quelques au deuxième tour. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une partie des électeurs français qui se sont portés sur elle, d'abord au premier tour, et puis qui se sont portés encore plus nombreux au deuxième tour, de là à atteindre un niveau historique pour le Front National quand même. On peut reconnaître ce point précis. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'elle aurait pu même ne pas être au deuxième tour,
s'il n'y avait pas eu ce vote utile, voilà, cette attaque systématique contre Jean-Luc Mélenchon et ce vote utile pour Emmanuel Macron. On peut refaire le match 10 fois si vous voulez. Mais moi, je vous dis, il y a un élément factuel. Il le refait beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, quand même. Maintenant, il faut se on va le refaire, le match. Rassurez-vous, nous, on aime bien le refaire, le match. C'est le diable de confort du système. Emmanuel Macron, il préférait un duel avec eux, il l'a eu. Voilà. Merci beaucoup, Raquel Garrido. Merci à tous d'être venus ce soir dans le Grand Soir. Dans quelques instants, c'est le journal Rebecca Fitoussi.